Bonjour à tous, format particulier aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir le témoignage de Franck. Franck est un franc-maçon belge comme tant d'autres, actif sur les réseaux sociaux et qui un jour se dit qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il pourrait faire sa part. C'est cette expérience qu'il va nous raconter. Bien sûr, son action n'est pas héroïque, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais il nous démontre par l'exemple que la bienfaisance, ce n'est pas que donner de l'argent en restant au chaud chez soi. Et qui sait, ce témoignage donnera peut-être envie à d'autres de faire pareil. La bienfaisance et l'exemplarité sont des moteurs forts en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a aussi joué un rôle important dans ce périple, que ce soit dans l'organisation ou son déroulé. C'est pourquoi ce témoignage a toute sa place sur cette chaîne. Autre nouveauté sur la chaîne, elle est maintenant monétisée. Il va sans dire que tous les revenus générés par cette vidéo seront intégralement reversés pour les réfugiés ukrainiens via Franck ou une autre action similaire. Franck, je sais que tu souhaites garder ton anonymat, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et aussi nous dire pourquoi tu veux garder cet anonymat? Oui, donc mon nom c'est Franck, c'est un nom d'emprunt. J'ai 37 ans et un petit peu plus, et je suis entre autres franc-maçon en Belgique, au Grand Orient. Et sur la vie privée, je suis papa de 2 enfants et j'habite du côté de Waterloo, où je travaille également. Et pourquoi souhaiter garder cet anonymat? C'est une très bonne question. Disons que l'anonymat en Belgique est nécessaire dans le sens où le thème de la franc-maçonnerie est un thème qui est très très mal connu par monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas accepté non plus. Beaucoup de gens associent cela à une religion, voire même à du satanisme, etc. Et puis ceux qui ne le font pas associent la franc-maçonnerie au bureau du pouvoir où on manipule la politique, l'économie, etc. Aujourd'hui, je préfère consacrer mon énergie à travailler en maçonnerie et travailler en extérieur pour des actions de bienfaisance plutôt que de me justifier auprès de personnes qui ne sont pas spécialement ouvertes ou qui n'ont pas spécialement les outils pour comprendre la maçonnerie en profondeur. Tu as pris la décision un peu folle de partir pour l'Ukraine pour apporter du matériel et ramener une famille. D'où est venue cette idée? Disons que moi, je suis un homme d'action. Je parle beaucoup, mais j'aime agir également. Et c'est vrai que quand j'ai vu que la guerre éclatait en Ukraine, ben ça m'a fait un choc pour plusieurs raisons. Première raison, je l'avais expliqué sur Twitter avec un sourire en coin, mais mon arrière-grand-père et mon grand-père planquaient des parachutistes anglais dans leur garde-robe pendant la guerre 40-45 et ils s'amusaient à les renvoyer en Angleterre pour faire un deuxième tour et participer donc en quelque sorte à cette résistance contre l'envahisseur. Et donc, depuis des années, depuis des décennies, moi je suis dans cet esprit-là aussi, de me battre pour les libertés, de me battre pour l'égalité et la fraternité, évidemment. Et j'ai déjà participé à certaines actions, comme par exemple servir des repas et encadrer des réfugiés irakiens ou syriens. C'était en 2015, je pense, avec des anciens étudiants du cercle de la fac de droit à l'ULB, Université libre de Bruxelles, où j'avais étudié. Et je pense que quand on remarque qu'il y a un envahissement russe en Ukraine, qu'on voit les impacts directement sur les civils ou sur les hôpitaux, etc., on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, je pense que c'était le 3 mars. J'ai envoyé un tweet qui dit, bon, on fait quoi pour l'Ukraine? Et à partir de ce moment-là, tout s'est débloqué dans ma tête et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai regardé la distance entre la frontière ukrainienne et la Pologne et mon domicile, on était à plus ou moins 1300 km. Et là, je me suis dit, ben voilà, ça peut se faire en go fast sur 2 jours, donc partons là-dessus. Et pourquoi cette idée justement de faire, parce que 1300 kilomètres effectivement ça se fait, mais on n'est pas forcément obligé de le faire en 2 jours. Pourquoi le faire en si peu de temps? Le faire en si peu de temps, je dirais que principalement, si je pars dans une espèce de voyage pareil, c'est pas pour prendre du temps sur la route à m'arrêter, visiter un musée ou aller faire une nuit ou 2 d'hôtel. Pour moi, c'est quelque chose qui devait se faire dans l'urgence. C'est pour ça qu'entre le moment où je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on fait pour l'Ukraine?» et le moment où je suis parti, je pense qu'il y a à peine 5 semaines qui se sont passées, le temps de m'organiser et de récolter des fonds. Et puis dans un deuxième temps, je dirais que j'ai une vie de famille, j'ai des enfants qui sont en bas âge. C'est vrai que leur papa peut leur manquer un jour ou deux, mais j'estime qu'ils ne doivent pas supporter plus que 2 jours. Donc j'ai décidé de prendre sur moi et de faire le voyage plus rapidement. Et puis il y a aussi le fait que j'avais en tête
de ramener potentiellement des personnes vers l'Ouest, que ce soit en Allemagne, ou que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas, comme ils le désiraient, et faire un voyage retour éventuellement avec un bébé, vu que j'ai 2 sièges auto dans la voiture. Pour moi, il ne faut pas le faire non plus en 2 jours, c'est difficile pour les enfants. Donc voilà, je pense que tout ça, ça faisait du sens et que la décision a été de le faire en aller-retour en 2 jours. Est-ce que tu as des contacts avec des associations en Belgique ou ailleurs pour t'aiguiller sur les besoins sur place, sur l'endroit où aller et sur le lieu où tu pouvais trouver une famille justement à aider? Alors, j'ai effectivement cherché des contacts dans des associations. Il y a l'association Brussels for Refugees qui est née vers 2014-2015, justement à cette période où il y avait la guerre en Syrie. Mais j'ai pas vraiment trouvé d'informations très très pertinentes ou qui m'ont fait fort avancer. Donc c'est vrai que via les réseaux sociaux, j'avais pas mal de contacts, notamment tous nos frères et nos sœurs de France, de Belgique et autres pays francophones avec qui on discute journalièrement, m'ont donné des informations qu'ils avaient. J'ai fait des recherches au niveau des ambassades de Pologne et d'Ukraine ici en Belgique. Et c'est vrai qu'en faisant un petit peu un mix de toutes les informations qu'on peut trouver à côté des articles de presse, on se constitue un petit bouquin avec de quoi faire. Donc, on peut avancer à ce niveau-là. Maintenant, des associations en soi, non, j'ai pas eu de soutien ni d'information en tant que tel. On a vu par ailleurs des obédiences maçonniques se mobiliser via des dons ou même des bus ou des camions. Je pense notamment à la GLNF, à la GLDF et plus récemment à la GLFF. As-tu eu des contacts avec ton obédience ou d'autres obédiences d'ailleurs? Et est-ce que tu t'es coordonné avec eux? J'ai effectivement pris l'un ou l'autre contact, pris l'une ou l'autre information au niveau de l'obédience. Par contre, personnellement, je pense que le maçon peut également agir seul. Et je préfère également agir seul pour avoir toute la liberté d'action et de réaction sans devoir tenir compte d'un avis externe, etc. Donc, j'ai préféré agir seul et créer moi-même mon petit voyage et de faire moi-même mon action en accord avec les personnes qui travaillaient sur le projet à distance au travers de Twitter ou par mail ou par téléphone. Toujours dans cette préparation, il y a des francs-maçons en Ukraine. Est-ce que tu as pu t'appuyer sur eux pour préparer ton voyage? Oui, effectivement, j'ai des contacts avec quelques maçons en Ukraine, notamment un certain Anatoly que j'ai rencontré. Alors, c'est comique. En fait, il y a eu un film reportage qui est paru il y a quelques années qui s'appelle Terra Masonica, qui a été créé par Tristan Bourlard. J'aime beaucoup, en fait, rencontrer du monde. J'aime beaucoup me faire des nouveaux contacts. Et j'ai été directement voir sur Facebook le nom de ce maçon que j'avais noté dans le reportage. Et on était en contact depuis quelques années. Et lorsque je me suis dit que j'allais passer en Ukraine, ou en tout cas tout près, pour donner un coup de main, je l'ai contacté pour savoir comment est-ce qu'on pouvait aider des frères ou des familles. De son côté, il semble qu'il n'y avait pas beaucoup de besoins, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Ils sont du côté de Odessa. J'ai quand même été présenté à d'autres frères de la Grande Loge d'Ukraine qui m'ont fait rentrer dans un groupe Telegram. C'est une application de chat un peu comme WhatsApp. Néanmoins, ça n'a pas été concluant parce que je n'ai pas pu continuer dans ce groupe de maçons pour des raisons d'appartenance et de reconnaissance, ce qui est décevant. Donc finalement, je pense que j'ai été très très bien aidé via ces personnes sur le côté et tous les frères et sœurs via Twitter. Comment tu t'es préparé là en termes de logistique? Au niveau logistique, en fait, c'était très simple. J'ai un véhicule où le plein était fait le matin du départ, qui m'a permis de faire 800 km et pour la suite. Avec les dons des différents frères et sœurs, même des personnes qui ne sont pas maçons, j'ai pu financer le voyage en totalité. Que ce soit l'hôtel, le trajet, l'essence, que ce soit le matériel de première nécessité ou matériel d'hygiène. Comment ta famille a réagi à cette décision et à ces préparatifs? Alors, ma famille, donc mon épouse, elle me soutient totalement. Déjà, elle me soutient dans ma démarche maçonnique, ce qui est très important pour moi et pour notre couple et notre famille. Et donc, sur ce genre de projet-là, je te rassure tout de suite, je n'en fais pas tous les mois non plus. C'est assez rare et heureusement que c'est assez rare, ce genre d'événement. Elle me soutient également à 100%. Déjà, le premier point, c'est ça. Ensuite, ma famille, au sens large, je lui en ai pas spécialement parlé. D'une part parce qu'elle ne sait pas que je suis maçon et que je ne pense pas que le sujet doive être abordé dans l'immédiat parce que je ne pense pas qu'il soit vraiment ouvert à ça pour l'instant.
Mais je ne me suis pas vanté, j'en ai pas parlé autour de moi, sauf aux personnes avec qui on a fait le projet, notamment les personnes que tu connais sur Twitter et les autres réseaux. Puis voilà. Et tes enfants, ils ont été au courant et comment ils ont réagi? Oui, alors les enfants, effectivement, je les ai prévenus. Pour pas les stresser parce qu'ils sont assez jeunes, hein, ils sont en bas âge, on leur a expliqué le matin avant que je parte que papa allait aider des personnes qui ont des problèmes dans leur pays où c'est la guerre pour l'instant et que papa allait leur apporter des vêtements et éventuellement leur proposer de revenir entre la Pologne et la Belgique. Donc ils ont trouvé ça chouette. Ils ont bien réagi, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de pleurs. Donc pour moi, toutes les lumières étaient ouvertes pour pouvoir partir serein, tant de mon côté que du côté familial. Quand le jour du départ arrive, est-ce qu'on n'a pas envie de se dire que finalement c'est une mauvaise idée de rester au lit? Oui, peut-être, mais je pense que chaque chose qu'on n'a jamais faite, on a toujours des appréhensions, on pourrait avoir des appréhensions. Maintenant, je pense qu'on partait pour la bonne cause. Je pensais que même si j'étais seul au volant, j'étais avec une vingtaine de personnes qui étaient avec moi en pensée et qui sont restées connectées avec moi tout au long de la journée. Donc, je pense que peut effectivement avoir un doute sur ce qui va se passer. On part à l'inconnu. On ne sait pas combien de temps on va rouler, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur la route. Voilà, maintenant, non, je me suis dit, je me suis engagé à le faire, j'ai eu l'idée, l'idée a été validée, on s'est tous mis d'accord de le faire comme ça, donc on y va. Est-ce que tu peux nous raconter ton voyage aller? Donc le voyage aller, j'étais parti de chez moi, région de Waterloo, il était 6h, 6h30 je pense. Je mets mon GPS et je vois donc un trajet qui était de plus ou moins 1100 km jusqu'à Varsovie. Je suis passé par Anvers, je suis passé par les Pays-Bas, par l'Allemagne, et puis je suis rentré en Pologne via Francfort sur Oder. Après quelques heures de route, je suis arrivé à Varsovie. C'était un trajet que j'ai fait presque d'une traite. Je pense que je me suis arrêté 2, 3 fois pour acheter à boire et à manger. Et j'étais, je pense, très très concentré sur ce que j'allais faire. C'est vrai que j'ai pas préparé des semaines à l'avance ce voyage. J'ai beaucoup réfléchi quelques jours avant et j'ai beaucoup réfléchi pendant le trajet à ce que j'allais y trouver, ce que je risquais d'y trouver, quelles étaient les joies que je pouvais retrouver, mais également les déceptions. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des kilomètres, lorsque je suis rentré, je dirais, au cœur de l'Allemagne, on a commencé à voir des signes comme quoi on s'approchait du but. Alors, je m'explique. J'ai vu à un moment donné des panneaux de signalisation sur l'autoroute allemande qui étaient peints en jaune, bleu, et qui montraient un certain soutien à l'Ukraine. Je pense que par 3 fois, je suis passé à côté de camions néerlandais qui transportaient tantôt des jeeps de guerre, là où tu peux mettre une mitraillette à l'arrière, tantôt je suis passé à côté de camions qui transportaient des tanks. Et c'est vrai que là, il y a un petit coup de pression, un petit coup de stress, un petit coup de chaud, où on se dit, ben oui, effectivement, on va vers une zone de guerre. Alors, on n'y va pas juste à côté, mais on se dirige vers là-bas. Tout se concrétise kilomètre après kilomètre. Après avoir roulé une bonne dizaine d'heures, j'arrive non loin de Varsovie. Je suis en communication sur Space, les espaces audio de Twitter, où je discutais avec une poignée de frères et sœurs. Et finalement, il y en a 3 qui m'ont accompagné jusqu'au bout, jusqu'à Varsovie, le temps de me garder réveillé, de me motiver et de s'assurer que j'arrivais sain et sauf sur Varsovie. J'ai un frère qui m'a loué une chambre d'hôtel où je suis descendu et puis vers 10h30, je pense que je me suis posé, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai soufflé et j'ai passé un coup de téléphone à mon épouse. Je suis resté éveillé grâce d'une part au succulent café et au Red Bull, le désert d'autoroute allemand. Et puis à côté, c'est vrai qu'il y a pas mal de frères qui sont restés en conversation space et qui sont restés jusqu'à 10 heures au téléphone avec moi pour prendre des nouvelles, pour m'encourager, pour discuter. Et c'est vrai que lorsque tu ne parles pas, tu n'écoutes pas de musique et que tu es dans tes pensées, à un moment donné, la route devient difficile et fatigante. Mais si tu es stimulé intellectuellement, moi personnellement, j'ai aucun problème de rouler 10 heures ou de rouler 15 heures. Ça s'est très très bien passé. Et quel était justement ton état d'esprit sur le chemin? Ah, mon état d'esprit, c'est assez confus. Je savais que j'allais au minimum atteindre un objectif, c'était de déposer des vêtements. En tout cas, j'avais mon coffre qui était rempli de vêtements pour femmes, pour enfants et un petit peu pour hommes. Il faut savoir que la majorité des hommes restent au pays pour se battre ou pour garder les terrains. Donc ça, c'est un premier point.
Et puis, l'autre état d'esprit, c'était est-ce que je vais réussir à trouver des gens à rapatrier parce que j'avais envie de pouvoir aider des personnes. J'avais monté les sièges auto enfants et bébés spécifiquement pour pouvoir accueillir n'importe qui. Et j'espérais vraiment pouvoir atteindre ce deuxième objectif qui pour moi était un bonus, mais pour moi qui était important. Donc en fait, lorsque je suis arrivé à Varsovie, j'ai pris une nuit d'hôtel et le lendemain matin, je me suis dirigé en fait vers la gare de l'ouest de Varsovie. Pour quelles raisons? On avait noté sur les réseaux sociaux et sur Internet qu'il y avait des Ukrainiens réfugiés qui arrivaient en masse à la gare de Varsovie. Alors il y a 3 gares, hein, il y a l'est, l'ouest et le centre. Apparemment, il n'y avait personne au centre. Et on s'était dit avec 2 frères, s'ils vont à l'ouest, c'est qu'ils veulent encore aller plus à l'ouest. Éventuellement, on aura plus de chances de trouver des gens qui veulent monter en voiture avec moi et retourner vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi cette gare-là. Donc, le matin, après m'être levé, je suis allé à la gare de l'Ouest. J'ai déposé des vêtements et j'ai demandé si je pouvais proposer mon aide pour revenir en voiture avec moi. Et c'est là que j'ai trouvé la famille que j'ai rapatriée. Donc, en d'autres mots, j'ai ramené les vêtements le matin et directement après, au même endroit, j'ai proposé mon aide pour rentrer en Europe de l'Ouest et ça a fonctionné. Et comment ça se passe justement quand on arrive à la gare de Varsovie avec tous ces réfugiés? Comment on crée le lien? Comment on explique sa démarche? C'est très particulier parce que Varsovie est une très belle ville, du moins la partie ouest. C'est une ville qui ressemble un petit peu à Paris La Défense, ou le quartier nord de Bruxelles, gare du Nord. Et en fait, à un endroit, tu vas te retrouver avec des voitures de pompiers, des voitures de police, des gyrophares bleus, des tentes humanitaires blanches. Et tu vois plein de gens qui bougent dans tous les sens et tu te dis, OK, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, moi je suis arrivé à la gare, j'ai garé mon véhicule et j'étais dans une des tentes et j'ai dit voilà, je viens de Belgique, j'ai des vivres ou plutôt des vêtements et des produits d'hygiène à donner, où est-ce que je peux les donner? Et c'est vrai que au plus j'avançais physiquement dans cette gare, dans cette tente, etc., au plus je me rendais compte qu'en fait il n'y avait pas des centaines de personnes, mais presque des milliers de personnes qui étaient là, entassées dans les couloirs et dans le hall d'accueil de cette gare et on voyait que ces gens étaient là depuis des jours et des jours. C'était des gens au petit déjeuner, ils mangeaient un repas viande, légumes, pommes de terre, où ils étaient emmitouflés dans des couvertures, mais ils avaient les yeux explosés parce qu'ils dormaient pas évidemment pendant la nuit. Donc une ambiance quand même assez lourde et moi j'avais toujours en tête de remplir mes objectifs et d'aider mon prochain. Et c'est vrai que j'ai été apaisé en fait lorsque j'ai pu déposer mes sacs dans une réserve et que lorsque j'ai montré mon papier écrit en ukrainien et en polonais, je rentre en Belgique, je cherche des gens pour m'accompagner s'ils le désirent. Les personnes qui travaillent là-bas, en tant que bénévoles, m'ont dit on va vous aider à trouver des gens, suivez-nous. Donc voilà, une ambiance un petit peu pesante en fait, hein, quand tu imagines d'où viennent ces personnes. Ils ont aussi la méfiance un petit peu de l'étranger. Pour une fois, c'est nous les étrangers. Ils ont un petit peu la méfiance des gens qui débarquent tout seuls en disant on va vous aider, parce que mine de rien, les réseaux de prostitution sont aussi intéressés de faire rentrer des jeunes filles dans les pays de l'Europe de l'Ouest pour les faire travailler et leur prendre leur passeport au passage. Donc je devais aussi montrer patte blanche auprès des gens de la sécurité, auprès des bénévoles. Puis j'ai spontanément été rencontrer les policiers pour leur dire qui j'étais, ce que je faisais et leur demander de valider ma démarche, de proposer aux gens de se faire rapatrier. Je voulais juste éviter de me faire embarquer dans un commissariat polonais et passer quelques jours en tôle. Ça n'aurait pas été une expérience très très chouette. Et pour quelqu'un qui aurait la même démarche que toi aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est finalement la meilleure façon de faire ou est-ce que tu t'y serais pris autrement sur cette partie-là? Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire. En tout cas, la façon de faire, la façon dont je l'ai fait, moi, n'était pas si mauvaise que ça, dans le sens où ça a fonctionné de rouler jusqu'en Pologne, ça a fonctionné de trouver un logement, ça a fonctionné de déposer des vivres et des vêtements, et ça a fonctionné de rapatrier des gens. Maintenant, ça dépend un petit peu de l'objectif que chaque personne a et comment est-ce qu'ils veulent faire les choses. Si vous voulez rapatrier 3 personnes ou 75 personnes, évidemment, on ne va pas le faire de la même façon. Si le but est de rapatrier ou le but est de donner des vivres ou le but est de donner des dispositifs médicaux, voilà, on ne va pas le faire de la même façon.
Maintenant, je voudrais quand même attirer l'attention sur la chose suivante, et une chose que malheureusement j'ai mal jaugée. Le fait de se rendre en Pologne, le fait d'aller jusqu'à Varsovie, dans un pays limitrophe à un pays en guerre, peut poser problème pour des assurances. Assurance voiture, une assurance vie éventuelle en cas de problème ou en cas de décès, une assurance tout court, une assurance responsabilité civile. S'il m'arrive quelque chose et on se rend compte que je suis parti en Pologne, non pas pour visiter Varsovie, mais pour amener des vivres, etc., il se peut que je ne sois pas assuré. Fait remarquer également que potentiellement, si je venais à décéder là-bas dans un contexte d'aide, dans un contexte de guerre, effectivement, l'assurance sur le restant dû de mon emprunt hypothécaire pourrait ne pas jouer parce que j'ai pris un risque inconsidéré. Donc voilà, ça, j'y avais pas pensé, et c'est vrai que j'ai envie de dire aux personnes qui ont envie de faire la même chose, pensez-y, contactez éventuellement votre assureur, ou rassurez-vous, il n'y a pas vraiment de risque au moment où je suis allé, mais peut-être que la situation peut changer en 24-48 heures. Donc finalement, tu te retrouves avec une famille, avec un bébé, dans la voiture et direction l'ouest. Comment Ouais. on brise la glace à ce moment-là? C'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'on on rencontre des gens qui habitent à 2, 3 000, 4 000 kilomètres de chez toi. Et ce sont des gens qui sont dans la mer profonde et qui quittent une zone de guerre et qui ne s'attendent pas à tomber sur un gars qui débarque, qui dit vous voulez venir avec moi, je vous aide. Voilà, donc il faut déjà que les gens réalisent qu'effectivement, tout ça c'est vrai et qu'il n'y a pas une arnaque derrière. Donc je t'ai parlé du cas de la prostitution. Tu as aussi le cas où tu as des gens qui disent bon, ben là, je vous embarque et puis je vous demande 500 euros comme taxi de luxe. Bah ouais, non, c'est pas le but, quoi. Donc c'est vrai que voilà, je les ai mis dans la voiture, j'ai pris leurs bagages, j'ai un petit peu fait comme le taxi, quoi. J'ai pris les bagages des personnes, je les ai installés confortablement, je leur ai donné à boire, je leur ai donné à manger, j'avais des choses dans la voiture. Pour voilà, qu'ils soient bien, quoi. Alors c'est vrai que le monsieur, enfin il s'appelle Dima, il a 25 ans et son épouse c'est Anna, 26 ans. Il me disait avant de prendre la voiture et how much, il parlait quasi pas anglais. Et je dis non, c'est gratuit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je lui dis it's charity, donc c'est la charité, enfin même si j'aime pas trop ce mot, mais on s'est compris. Il m'a dit voilà, ok, merci, on y va. Puis on est parti. Et puis c'est vrai que pendant les 3-4 premières heures, ils étaient quand même assez tendus parce que voilà, ils avaient passé 24 heures sans dormir dans un minibus entre l'Ukraine et la Pologne. Ils avaient passé quelques heures dans cette gare et puis maintenant ils étaient repartis. Voilà, après j'ai essayé un petit peu de temporiser. On a fait un arrêt après 2 heures. Je leur ai dit tiens, quand est-ce que vous voulez manger à midi? Ah ben midi 30 c'est bon pour nous. Ah bon voilà, on s'est arrêté. Et puis je leur ai payé à manger, à boire. J'ai acheté une petite peluche pour le bébé qui s'appelle Kirill. Il a 7 mois. Et voilà, puis je le trouvais tout mignon, ce garçon. Il avait un petit peu les yeux bridés, un petit peu comme les Russes de Russie centrale. Et voilà, j'étais vraiment content de faire ce que je faisais. Et puis voilà, c'était deux jeunes qui étaient dans le besoin et que moi je pouvais aider. Et on a avancé. Puis voilà, on a commencé à parler de choses et d'autres, de leur pays, de ce qu'ils faisaient dans la vie. Et puis on a parlé de films, et puis on a rigolé sur Batman. Et puis après, le petit Kirill, leur fils, je l'appelais Batman, donc ça mettait mon petit Batman, et puis ça mettait à l'aise. Et puis après, voilà, on a sorti le smartphone avec Google Translate, et chacun parlait dans sa langue et se faisait traduire en temps réel son message, et puis on se répondait. Et puis voilà, je pense que la confiance, elle est venue, je pense, assez rapidement parce que la situation était exceptionnelle et finalement, on n'avait pas d'autre choix de se dire soit on flippe pendant 24 heures de peur de se retrouver dans une situation encore pire qu'avant, ou alors on se dit on fait confiance et on avance. Et la deuxième option était la bonne. Après, c'est vrai que je leur ai dit au plus ou moins aux trois quarts du trajet, vers 3 heures de l'après-midi, j'ai dit tiens, est-ce que vous connaissez la franc-maçonnerie? Est-ce que vous savez ce que c'est? Et là, je leur ai expliqué un petit peu le contexte dans lequel on les rapatriait. Enfin, je dis on parce que pour moi, j'étais entre guillemets que le conducteur de la voiture. Mais quand je dis on, c'est la vingtaine de personnes qui m'ont soutenu dans ce projet-là, qui ont financé,
qui sont restés réveillés, qui ont cherché des informations, etc. Et justement, sur la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'ils en savaient? Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Honnêtement, dans cette contrée lointaine d'Ukraine dans laquelle ils étaient, ils n'avaient pas vraiment entendu parler de franc-maçonnerie. Ils savaient que c'était un groupement de personnes, mais ils ne savaient pas ce qu'on faisait, ils ne savaient pas qui on était, quels étaient les objectifs, etc. Et donc, c'est vrai que là, effectivement, j'ai eu une série de questions concernant la maçonnerie auxquelles j'ai essayé de répondre le plus sincèrement et le plus simplement possible. Et c'est vrai que quand on pose des questions basiques, on se rend vite compte que la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, donc Dima, le papa, me dit mais alors, tu es venu en Pologne rien que pour nous alors? J'ai dit oui. Et là, c'était un grand blanc. Et puis, ils se sont échangés quelque chose en ukrainien, mais ils n'ont pas traduit. Mais je pense que là, maintenant, la confiance, à partir de ce moment-là, la confiance était installée. Et justement, une fois que la confiance était installée, quelle était l'ambiance? Quels étaient les échanges avec eux, je dirais, à quelques dizaines de minutes ou à quelques heures de l'arrivée? Les échanges, quelque part, c'est parler de la vie de tous les jours, c'est parler d'autres choses de la guerre, c'est de parler de l'avenir, de parler de comment est-ce qu'ils vont rebondir, combien de temps est-ce qu'ils pensent rester en Allemagne. Et c'est vrai que quand tu quittes ton pays, dans les 24 heures qui suivent, c'est difficile de faire des plans et de se dire, nous, on pense rester autant de temps, etc., etc. Donc voilà, ça c'était un petit peu les sujets. Et puis, je pense que dans l'heure avant d'arriver, on se disait, voilà, où est-ce qu'on va exactement, dans quelle ville, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez retomber. Parce que moi, le but, c'était pas de les dropper dans une gare perdue quelque part en Allemagne, mais vraiment de leur trouver un logement, de leur trouver un repas pour le soir, etc., etc. Et donc, on s'est organisé pour pouvoir les déposer dans un camp, dans un lieu géré par la Croix-Rouge pour qu'ils puissent dormir. Et voilà, donc ça, c'était vraiment l'objectif, de pouvoir les déposer dans un endroit en sécurité, quoi. Parce que tu disais que toi, initialement, tu t'es dit que tu pouvais les ramener jusqu'en Belgique, et eux, finalement, ont souhaité s'arrêter en Allemagne. Et pourtant, quand tu arrives en Allemagne, ça n'a pas été si simple que ça. Ben voilà, moi, comme je suis sur Waterloo, moi, je sais comment la Belgique organise l'accueil des réfugiés. Et donc, on a au Ezel un palais d'activités, de concerts, etc., qui est dédié à l'accueil de ces personnes. Et voilà, on a pas mal de personnes qui gèrent leur arrivée. Maintenant, voilà, moi, quand j'ai montré mon petit panneau qui disait que je peux les déposer jusqu'à Bruxelles, ils m'ont dit, OK, est-ce que Bielefeld, c'est bon pour vous? J'ai regardé sur une carte et c'était tip-top sur mon chemin, donc j'ai dit oui, ok, on y va. Donc ils avaient des amis qui étaient arrivés, je pense, quelques jours avant à Bielefeld, qui est une petite ville, j'ai envie de dire, à côté de Cologne. Et ils étaient un camp Croix-Rouge avec des chambres familiales. Et ils se sont dit, voilà, on va aller là-bas pour rejoindre nos amis et se poser là. Bon, le seul problème, c'est que c'était un camp deuxième étape, dans le sens où il fallait d'abord s'inscrire dans un registre, dans un lieu spécifique, et passer quelques jours avant de pouvoir être assigné à un camp de la Croix-Rouge. Et donc là, j'ai essayé de négocier pour les faire dormir le soir, pour qu'ils soient avec leurs amis, qu'ils soient bien, mais il n'y avait pas moyen de déroger à la règle et de leur trouver un endroit. Donc finalement, lorsque j'ai cru que ma journée était finie, en fait, elle n'était pas finie. On a encore roulé une demi-heure pour les emmener dans un autre camp, qui était en fait un énorme complexe sportif où il y avait quelques centaines de personnes qui arrivaient et qui étaient en attente de se voir assigner un logement temporaire chez l'habitant. Donc voilà, j'ai été discuter à la réception pour savoir comment il fallait faire. Je les ai amenés jusqu'à l'ambulance qui faisait les tests Covid pour voir si on les mettait avec les gens qui avaient le Covid ou pas. Et puis, c'était la destination finale. C'est là que je les ai laissés quand j'ai su que tout était sous contrôle et qu'ils passeraient une nuit au chaud avec de quoi manger. Et donc voilà. Comment ça se passe le au revoir, justement, dans une rencontre extraordinaire, mais aussi finalement un au revoir extraordinaire? Oui, exactement. La séparation était aussi intense que le voyage en soi. Et c'est difficile à expliquer comme expérience. Je peux dire mot à mot ce qui s'est passé, je peux expliquer étape par étape
ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé, à quelle heure j'ai été au Burger King. Mais il faut vraiment l'avoir vécu sur le terrain pour ressentir l'intensité. Et quand en 12 heures, tu passes d'étranger voyageur à presque ami, où je connaissais ces personnes jusque dans certains détails de leur intimité, ben voilà, leur dire, vous allez me manquer quelque part, parce que c'était agréable de faire de la route avec vous. Leur fiston, je le trouve adorable, je l'ai pris sur mes genoux pendant que eux mangeaient leur repas à midi, et voilà. Et donc je leur ai dit, voilà, vous allez là faire votre test Covid, et puis vous allez à la réception, et puis c'est fini. Et donc je les ai pris dans mes bras, je les ai embrassés, et je leur ai dit que je resterai en contact avec eux, et que j'essayerai de les aider du mieux que je peux, à distance, que ce soit financièrement, ou que ce soit en passant des coups de fil, ou en pouvant essayer de leur trouver du travail, ou ce genre de choses. Et une fois déposé, une fois toute cette tension finalement qui retombe, il te reste quand même encore beaucoup de chemin avant d'arriver chez toi. Est-ce que finalement là, on n'a pas envie de se dire, allez, je prends une chambre d'hôtel, je laisse décompresser et je reprends la route tranquillement demain? C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'une fois que le travail est fait et qu'on a fait 80-90% du trajet, on pourrait se dire, allez, je m'octroie une nuit au calme immédiatement au lieu de continuer. Bon, ceci dit, ça aurait peut-être un petit peu cassé l'ambiance et l'aspect tonus du voyage. Et puis, j'avais promis aussi à mes enfants d'être là le dimanche matin à leur réveil pour manger des croissants, des petits pains au chocolat. Des cookies au chocolat, on dit chez nous. Et je me suis dit, voilà, je m'arrête, je prends un petit truc à manger et j'ouvre un espace de discussion space pour débriefer avec les frères et les sœurs et les amis sur Twitter qui m'ont soutenu. Parce que je pense que eux aussi, ils avaient besoin aussi de pouvoir avoir le débrief. Et puis voilà, je suis resté en ligne avec eux pendant 3-4 heures, le temps de rentrer chez moi. Et c'est quoi ton état d'esprit sur la route du retour? Honnêtement, je suis heureux et apaisé. Je suis heureux parce que j'ai réussi à réaliser ce que j'avais voulu faire, et qu'on avait réussi tous ensemble à montrer que la franc-maçonnerie, c'était quelque chose de beau. C'était pas uniquement des petits vieux qui se retrouvent le soir pour discuter de politique, etc., qui est une image complètement faussée. Mais que finalement aussi, on a des personnes comme des autres qui savent unir nos forces et nos esprits pour réaliser des belles choses. Et donc, c'est vrai que voilà, ça donne une certaine satisfaction. Je vais pas te le cacher, hein. On est fiers d'avoir fait ça. On se dit, bah ouais, c'est pas rien, on a bien roulé, on a eu des situations où il fallait réfléchir, il fallait trouver les meilleures solutions, etc. Et quand tu arrives chez toi, c'est quoi les premiers échanges, les premiers mots avec ta femme? Presque pas. Presque pas. Parce que honnêtement, j'arrive lessivé. C'est vraiment un trajet que tu fais sous adrénaline et sous tension. C'est très intense, et une fois que tu rentres chez toi, tu éteins ton moteur, tu te dis, OK, tu regardes autour de toi, il fait calme, il fait noir, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'action. Et donc, quand tu rentres chez toi, tu as tout ton vécu qui est encore dans ta tête, qui est tout frais, mais il se passe plus rien. Donc, tu embrasses ton épouse, tu dis bonsoir, ça va, les enfants vont bien, tout va bien. Et là, tu te dis, voilà, je suis parti, ça s'est bien passé, je suis revenu. Et ça s'est bien passé pendant que j'étais pas là. Et puis, je lui ai expliqué en 2 mots ce qui s'est passé avant d'aller se coucher, parce que j'étais vraiment claqué. Et c'est vrai que le lendemain, j'ai expliqué peut-être un petit peu plus en détail ce qui s'était passé en réalité, parce qu'en fait, ce qui s'était passé les 8 et les 9 avril, c'était pas 100% ce que j'avais prévu de faire. Il y a eu des petits changements d'organisation. Entre autres, j'avais espéré pouvoir partir avec un frère copilote qui finalement n'a pas su se libérer. Donc voilà, il y a des petits changements, mais in fine, je suis content d'avoir réussi à faire ce qu'on avait prévu de faire. Est-ce que tu as gardé contact avec eux? Oui, évidemment. Évidemment, je suis en contact avec eux tous les jours. On a réussi à trouver une application de messagerie qui permet en un clic de traduire le message de l'autre. Donc moi, je parle en français, eux me répondent en ukrainien, et je clique sur Translate et ça me traduit leur message. C'est approximativement correct et ça nous permet d'avancer, de parler et de poser des questions et de prendre des nouvelles de l'un de l'autre, s'envoyer des photos. Donc oui, évidemment, je suis resté en contact avec eux. Je connais quelques personnes qui ont fréquenté des étrangers, mais pas des étrangers de la frontière, mais de quelques pays plus loin, et qui disent ma famille, et quelque part, dans mon ressenti, c'est un petit peu aussi ma famille d'adoption. C'est des gens
j'ai adopté et qui m'ont adopté. Et maintenant, on est liés par un lien fort. Et voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé un coup de téléphone chez Burger King de nouveau, euh, qui est à quelques kilomètres de l'endroit où il loge pendant 6 mois à partir de la semaine dernière. Et j'ai parlé au manager à qui j'ai dit, voilà, j'ai 2 amis ukrainiens qui habitent à 3 kilomètres de votre restaurant, ils cherchent un travail. Quelles sont les conditions pour vous les engager? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Et donc voilà, j'ai été encore en contact aujourd'hui avec eux et je sais que demain, je vais leur parler encore. Et je vais dire en moyenne, c'est 6 fois par semaine qu'on se parle, mais c'est par bribes le matin, l'après-midi, le soir. Donc on a bien vu que c'était une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement dense aussi pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes refaire? Alors, une expérience que je compte refaire en tant que telle, là, comme ça, aller redéposer des vêtements et rapatrier des Ukrainiens, là, pour l'instant, non. J'ai même reçu 1 ou 2 propositions de personnes qui me disaient viens, vas-y, on le refait, j'ai un petit peu d'argent de côté et on y retourne. Mais voilà, ça m'a coûté beaucoup en énergie, ça m'a coûté aussi au niveau familial et au niveau organisationnel. Donc, refaire ça exactement comme ça, non. Ça, je ne le referai pas, en tout cas pas tout de suite. Maintenant, voilà, c'est pas exclu, on ne sait jamais que la situation s'empire encore et qu'il faille réorganiser encore plusieurs trajets. Alors oui, éventuellement, je pourrais le refaire, mais c'est pas prévu de le refaire dans les semaines à venir. Maintenant, dans l'absolu, j'avais déjà fait une action pour les réfugiés syriens. Lors du Covid, en 2020, j'avais aussi fait une petite levée de fonds pour payer des repas au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de Braine-l'Alleud-Waterloo. Maintenant, c'est les Ukrainiens. Si ça se trouve, dans quelques mois ou quelques années, il y aura un autre événement qui demandera de recevoir du support. Et oui, je pense que je serai là. Et je pense que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui tire des projets, qui lance des projets. Et sur du court terme, on les accomplit. Et puis, tant qu'il y aura des gens pour trouver que ces sujets et ces projets ont de l'importance, ben, on avancera et on le fera. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, toute cette expérience? C'est compliqué comme question, parce que finalement, ça apporte beaucoup et ça apporte peu. Si tu es très pragmatique, tu te dis que ça a apporté peut-être 2500 km au compteur de ta voiture, d'avoir rencontré des gens, et voilà. Mais c'est une expérience qui brise beaucoup de codes ou qui brise beaucoup d'inertie dans la vie. Beaucoup de gens, selon moi, sont dans une petite file, métro, boulot, dodo. On donne pas l'heure à l'étranger. Et quand on nous donne une clope, on nous demande une clope en rue, on se sent directement agressé, alors qu'en fait, non, on nous demande juste une clope. Et là, je pense que voilà, ce que ça apporte, c'est d'avoir une ouverture sur l'étranger, mais vraiment de l'autre côté de l'Europe, sur des personnes qui finalement sont comme toi, qui ont un boulot, qui ont des enfants, qui ont une maison, qui ont des crédits, qui ont des situations X, Y, Z, et qui n'ont peut-être pas les mêmes chances, et qu'à un moment donné, ben, il faut les aider. Ça te fait reconsidérer aussi que quelque part, certaines idées ou certaines idéologies, pour moi, je ne peux encore moins y adhérer qu'il y a 3 semaines. Le fait de bloquer les étrangers à une frontière, le fait de ne pas accueillir les gens, le fait de se replier sur soi, etc., c'est dommage, c'est triste, c'est égoïste, c'est égocentrique. Et puis, il y a l'expression qui dit celui qui mange seul s'étranglera seul. Et voilà, et moi je préfère manger une demi-baguette sur le bord de l'autoroute avec des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement et qui finalement sont de belles personnes, plutôt que de rester chez moi et de faire des choses qui ont finalement beaucoup moins d'intérêt, quoi. Finalement, c'est pas non plus enfin, en soi, c'est une expérience personnelle, mais je dirais que tu pas réglé le problème ukrainien avec ton expérience, mais c'est une invitation peut-être à d'autres à faire la même chose que toi. Et justement, à quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait envie de faire la même chose, quel conseil tu lui donnerais? Oh, qui est-ce que je suis pour donner des conseils? Je pense que quelque part, ce sont des choses que tu dois sentir. Et si tu le sens, alors fais-le. Si tu le sens pas, n'y va pas. C'est que tu n'es pas prêt ou pas prêt pour faire ça. Moi, ce que j'aime bien comme légende, c'est la légende du colibri, ce petit oiseau minuscule qui, en Amazonie, fait des allers-retours entre le lac et l'incendie et déverse quelques gouttes sur le feu pour essayer de l'éteindre. Et à chaque fois qu'il passe devant un animal de la forêt qui fuit, l'animal lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, ça sert à rien du tout.
fuis, sauve-toi. Et le colibri répond, oui, je sais bien, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, moi, je fais ma part. Et j'aime beaucoup cette petite légende qui est assez mignonne quelque part, parce qu'on comprend très facilement que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau, et si chacun fait un petit quelque chose pour améliorer son environnement, bah, ça peut améliorer la société en entier. Alors oui, effectivement, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est fait de petites gouttes d'eau. Donc je pense que si chacun peut faire des petites gouttes d'eau, on arrive à quelque chose. Puis quelque part, on peut faire aussi le parallèle avec la maçonnerie, où quelque part, un des objectifs de la maçonnerie, c'est d'améliorer l'homme et d'améliorer son environnement proche, et donc d'essayer d'améliorer un petit peu la société. Je pense qu'on peut rester inerte ou on peut bouger. Si on peut bouger, faisons-le. Et pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce projet et qui se sentirait prêt, est-ce que tu as des conseils, je dirais, logistiques, ou est-ce que justement une personne pourrait prendre contact avec toi, notamment sur Twitter, pour te demander des conseils? Oui, évidemment. Moi, je dirais, moi, je suis un gars comme un autre. Moi, je suis Franck, mais on est quelque part, on est tous Franck. On pourrait tous être Franck. C'est un concept. Je pense que si quelqu'un a envie de partir et se dit, ben oui, effectivement, ça me plairait bien de moi aussi, ben, porter quelques gouttes vers l'incendie, ben, allez-y, contactez-moi. Vous avez Twitter pour me contacter, vous avez art-royal.be pour me contacter. Et voilà, et si je peux aider les gens à s'organiser, etc., c'est avec grand plaisir, évidemment. Moi, aujourd'hui, j'ai juste pas la force ni le temps de refaire cette expérience-là. Mais effectivement, je pense que si les gens sont prêts à le faire, veulent des infos, leur donnerai, et je leur partagerai mon expérience au-delà de cette vidéo actuellement, un autre article sur un blog et d'autres témoignages. Et je leur dirai, ben voilà, moi j'ai fait comme ça c'était bien, ça c'était moins bien, c'était plus compliqué, et puis voilà. Mais quelque part, c'est pas compliqué, c'est pas difficile comme voyage, entre guillemets. C'est juste qu'il faut un petit peu s'organiser, s'imaginer comment est-ce qu'on compte faire les choses, et puis on est parti. Est-ce que tu peux résumer ton expérience finalement en 2 minutes? En 2 minutes, et on va essayer de le dire en 3 minutes. C'est l'histoire d'un gars, comme les autres, qui s'appelle Franck. Il est franc-maçon, mais il n'est pas que franc-maçon. Il est concerné par son prochain et son environnement proche, mais également son environnement moins proche. Et un jour, il se rend compte que quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il a l'envie de faire quelque chose pour améliorer peut-être le quotidien de quelques personnes à son niveau. Et donc, un jour, Franck se dit, tiens, je ferais bien un aller-retour sur la frontière de Pologne et d'Ukraine pour apporter des vêtements. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que sur le chemin du retour, on pourrait même ramener des gens et les déposer dans un gros safe. On pourrait les aider à prendre un nouveau départ, le temps que ça se calme un petit peu dans leur pays. Et donc voilà, tout simplement, c'est l'histoire de quelqu'un qui a une idée et qui s'est supporté par des frères, des sœurs et même des personnes qui ne sont pas francs-maçons et qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, ou qui se disent oui, c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant, j'ai du temps, ou j'ai de l'argent, ou j'ai pas de temps, mais j'ai un peu d'argent à partager pour arriver au résultat souhaité. Ça parle de solidarité, ça parle de tolérance, ça parle de fraternité, ça parle de respect d'autrui, ça parle de l'étranger voyageur qui effectivement a beaucoup de valeur à nos yeux et qu'on se doit d'aider. Et puis voilà, je pense que quand on a la capacité de faire quelque chose de bien, quelque part, c'est aussi quelque chose qu'on devrait faire. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui s'est passé et je pense qu'on peut tous le faire à notre niveau, que ce soit en Belgique, en France, que ce soit dans un pays limitrophe ou même jusqu'en Ukraine. Tout le monde peut faire quelque chose. Merci beaucoup Franck pour ton témoignage et surtout l'exemple que tu nous donnes. Si certains veulent faire comme toi, je mets en description les moyens de te contacter pour que tu puisses les aider. Et vous tous, quelle que soit la situation, n'oubliez pas de faire votre part. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.